de lancer le deuxième film, Béatrice Martin, de la Confédération paysanne locale. Comme on m'a présenté, Béatrice Martin, de la Confédération paysanne de la Vienne, porte-parole. On est 4 porte-parole dans la Vienne. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même des dossiers qui sont assez cruciaux sur le département, qui nécessitent une mobilisation quand même assez importante et beaucoup de travail de gestion de dossiers derrière. Donc on est paysans avant tout, et je reprends. On se revendique paysans parce que c'est important pour nous, ce lien à la terre, ce rôle dans le milieu rural, et on tient surtout à garder des fermes et pas des exploitations qui sont à dimension humaine et dont la vocation première, j'utilise le même vocabulaire que mes collègues, il est de nourrir mon voisin. Voilà, c'est un peu notre leitmotiv. Si j'interviens en début juste avant, c'est parce que j'ai des petits problèmes de timing, je suis éleveuse aussi, donc je vais avoir des vaches à aller soigner. Mais je voulais surtout intervenir par rapport à une question qui a été posée en fin de première intervention, sur de dire, on connaît la FNSEA, tout le monde la connaît, la FNSEA, mais les autres, ils sont où? Donc là, ce soir, là, vous avez la Confédération paysanne qui est là et qui est souvent là. Sauf que on n'est pas... on n'est pas toujours visible, c'est un fait. Parce qu'on n'est pas formé, la FNSEA, elle a toute une machine derrière elle, où elle forme énormément ses militants, ses adhérents, on va dire ça comme ça. Nous, on n'a pas cette chance-là, on est un réseau, on est des convaincus, et on travaille sur des causes, et pas sur se renfermer sur notre petite nombril de producteurs. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parfois, notre langage ne passe pas dans notre profession. Parce qu'on ne va pas regarder la production de blé ou la chute du lait, on va regarder l'impact que ça peut avoir sur le revenu des paysans d'ici, mais aussi des paysans d'ailleurs. Et cette vision-là, elle n'est pas chez tout le monde. Donc ça, c'est un premier point que je tenais à préciser. C'est aussi pour ça que parfois on ne nous entend pas, on nous bâillonne aussi. Je préférerais ne pas avoir à le dire ici, mais sur les journaux, on est confronté à des fois où nos articles ne passent pas. Nos articles ne passent pas, à des réunions publiques, nos interviews ne sont pas retenues, et nous devons faire face à ça. L'autre élément, vous avez le fonctionnement de la FNSEA qui, des fois j'utilise ce terme, est une forme de mafia, parce que vous êtes membre, moi, agricultrice, je suis indirectement membre de la FNSEA. Pourquoi? Parce qu'on nous prélève systématiquement sur nos fermes des taxes, des taxes, et qui vont alimenter les fonds de la FNSEA. Même si on ne veut pas adhérer à ce syndicat-là, de prélèvement à la source, ça va alimenter ce syndicat-là. Donc, la Confédération paysanne n'a pas ces moyens-là. On n'est pas dans l'équité. L'autre élément, les chambres d'agriculture, qui sont les organes de décision, d'orientation de l'agriculture, c'est une élection où on parle tout le temps du syndicat majoritaire. Alors moi, j'aimerais qu'on réajuste le syndicat majoritaire aux dernières élections. Le syndicat majoritaire n'est élu dans le département de la Vienne qu'avec 39% des votants. D'accord? Donc on est majoritaire de 39% des votants. Et sur ces 39% de votants, le fonctionnement fait que celui qui a le plus grosse part va avoir 50% des sièges, et on va répartir le reste en proportion de ça, en proportion des résultats. S'ajoute à ça des membres qui sont nommés, des institutions, comme le Crédit Agricole, la MSA, les coopératives, et tout ça. Et c'est ce qui fait qu'eux participent au vote des élections, mais ne sont pas élus. Ils sont nommés par leur structure. D'accord? Donc,
Sur la Chambre de culture de la Vienne, la Confédération paysanne est présente, on fait ce qu'on peut, on se heurte parfois à des confrontations d'idées, mais on ose y aller, comme on dit, on va au charbon, mais ça ne se voit pas, ça ne s'entend pas, et vous n'êtes pas au courant. Donc voilà, à la réponse, où sont les autres syndicats? Nous sommes simplement la face cachée de l'iceberg. Et on restera mobilisés avec les moyens qu'on a. Voilà. On va maintenant lancer le deuxième film qui ouvrira le débat suivant. Wow, je suis un peu ému devant tant de gens fabuleux ce soir. Alors, cette vidéo de 9 minutes que j'ai réalisée tente de faire le parallèle entre l'agriculture agro-industrielle et l'agriculture paysanne. Pour cela, j'ai dû piocher dans des vidéos que j'avais réalisées il y a 20 ans. Il y a 20 ans, vous pouvez filmer encore dans des élevages industriels, vous allez en voir, sans autorisation du ministère de l'Agriculture, sans autorisation du ministère de l'Intérieur, sans autorisation de Macron. À ce moment-là, on pouvait rentrer. Aujourd'hui, c'est plus possible. Vous verrez à la fin du film, vous devinerez, j'aurais aimé filmer des maraîchages industriels, mais j'ai pas pu, pour différentes raisons, parce qu'il fallait aller à Nantes, c'est un peu loin. Et puis, je connais personne qui accepterait que je rentre avec ma caméra dans un maraîchage industriel. Et je suis persuadé que les élevages industriels, c'est comme les autres élevages, c'est des camps retranchés. Aujourd'hui, pour entrer dans des camps retranchés, c'est très compliqué. Voilà. Je suis persuadé que le débat qui va suivre cette petite vidéo de 9 minutes sera aussi passionnant que le premier débat. C'était vraiment génial. Une petite remarque par rapport au premier film qu'on a vu tout à l'heure. On avait trois films disponibles qui allaient ensemble, qui se suivaient les uns avec les autres. On a été obligé de faire un choix. Alors comme l'a noté, je crois que c'est Pierre, on n'a pas parlé du plan Marshall dans ce petit film, on en parle dans les autres qui font suite. Voilà, c'est tout. Merci. Dans ce bâtiment, il y a à peu près 8000 canards dans 575 mètres carrés, donc ce qui représente à peu près 13 canards au mètre carré. Ils ne verront pas la lumière de leur existence entre leur naissance et 85 jours, quand ils partent à l'abattoir. Ils ont tout à disposition de l'aliment et de l'eau à volonté. Si vous ressentez les symptômes suivants, fièvre supérieure à 38 degrés, ou courbature, ou grande fatigue associée à des difficultés à respirer, ou de la toux, appelez votre médecin traitant. Comme vous pouvez l'entendre, nous mettons la radio aux cochons toute la journée et toute la nuit pour les calmer. Ça nous permet de rentrer dans les bâtiments sans les affoler.
15h30 à 17h dans Dans mon entreprise, ce qui compte pour moi, c'est de faire le maximum de porcs par an. Le reste, c'est-à-dire la relation avec l'animal, j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire. En plein air, hein, au niveau des mises bas, on n'intervient pas du tout, hein, on laisse la truie faire toute seule et on coupe ni dents ni queue. Parce qu'il ne sue pas, le cochon a besoin de se vautrer dans la boue pour se rafraîchir. Les animaux domestiques, pour moi, ce n'est pas qu'une question de fric. Ils m'apportent beaucoup, même si ce n'est pas facile à dire. J'aime être avec eux, j'aime les regarder, les toucher. Chacun est différent. Mais c'est difficile de ne pas s'attacher. Oui, je suis extrêmement ravi d'avoir autant de monde. Donc ça veut dire quand même que les personnes sont interpellées par ce genre d'installation. Le rôle des prairies, c'est de nourrir les animaux pendant la période estivale. Donc on sort les animaux à peu près au mois d'avril et ils restent dans les prairies jusqu'au mois de novembre, décembre, suivant la météo, quoi. Parce qu'en fait, il y a 12 sociétés agricoles qui sont détenues par la même société financière. Ces 12 sociétés agricoles cultivent 2121 hectares. Dans les céréales, après, on va passer la RC-Tri. Donc la RC-Tri a double rôle. Elle a un rôle d'arracher les petites herbes quand ils sont au stade de plantule, donc plus petits que la céréale. Et puis elle a un autre rôle, c'est d'aérer, de casser la croûte qui s'est formée pendant l'hiver au niveau des sols, et d'aérer les sols en surface et d'activer la vie microbienne des sols. Les luzernes, on les laisse pour 4 ans. Puis après, donc on fait du blé, et le blé qui est derrière la légumineuse, on n'apporte rien, et c'est là où il est le meilleur en rendement et en qualité, quoi. Nous, on prend le problème à l'envers que les conventionnels pour lutter contre la sécheresse. Au lieu d'irriguer, on apporte de la matière organique dans les sols avant, qui eux ont un rôle d'éponge, un petit peu retiennent l'humidité. Et après, on fait 2 binages, voire 3 avec le passage RC-Tri, pour éviter les évaporations. Parce qu'on sait que quand un sol est croûté, c'est là où il y a beaucoup d'évaporation.
Et quand il y a une crevasse profonde, l'évaporation elle se fait depuis 50, 1 mètre de profondeur du sol. Donc en cassant la croûte qui est superficielle, là on évite les évaporations. Moi, il m'importe quand même, pour que les choses soient très claires et qu'on n'y passe pas trop de temps, de vous dire que, et de le dire à toi, parce que c'est toi qui as fait le film, qu'on abuse régulièrement, et là, beaucoup, en parlant d'élevage biologique. Ce sont des élevages qui, et d'ailleurs on pourra entamer d'ailleurs la discussion sur l'alimentation de cette manière-là, ce sont des élevages qui respectent un cahier des charges qui est celui de l'agriculture biologique. Ces exploitations, elles ne sont pas biologiques. Tu vois, là, on est en train d'essentialiser quelque chose qui relève d'un mouvement identitaire. Aujourd'hui, je suis bio. Je suis bio, ça veut dire quoi? Les autres ne le sont pas. Si toi, tu te dis je suis bio, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui ne l'est pas. Or, qui n'est pas bio? Au sens où bio avec un B minuscule, ça veut dire toute la vie. Et ça, c'est pas un détail, parce que ça fait partie du langage et des mots qu'il faut qu'on évite d'utiliser quand on s'adresse à l'ensemble de la profession si on veut être entendu. Et ça va me permettre, je suis désolé d'imposer comme ça le début de cette conversation, de vous dire, quand on a créé le label de l'agriculture biologique dans les travaux, alors j'étais en train de discuter tout à l'heure avec un collègue qui me disait que la ferme de ses parents l'était déjà dès les années 60, donc on n'a rien inventé d'une certaine manière, on a créé un label. Tu vois, moi j'étais, avant l'existence de ce label, j'étais en convention avec, je vais oublier le nom, comment? Le maire, Dieu maire. Non, c'était la labellisation citoyenne, qui est toujours un mouvement Nature et Progrès. Nature et Progrès. Et puis, il y a eu donc la création de ce label, qui a été une erreur magistrale. Je vous le dis comme ça. Elle a eu un intérêt énorme, et je dis énorme, ça veut dire, vraiment je le pense, elle a permis à beaucoup de fermes de se sauver, parce qu'avec ce label-là, on a pu vendre à des prix au-dessus du prix industriel. C'est ce label-là qui nous permet encore aujourd'hui de vendre à des prix au-dessus du prix industriel, avec les difficultés qu'on pourra peut-être aborder tout à l'heure, qui est en train de rencontrer aujourd'hui justement ce label dans le lait, notamment pour ce que j'en sais, mais dans d'autres productions également. Et pour l'avoir vécu personnellement, y compris dans ma chair, je peux vous dire que il n'y avait, pour certains d'entre nous, aucune volonté de transformation sociale. Il y avait une grande inquiétude environnementale dès les années 70, il y avait même déjà une idée de la nécessité de la décroissance, qui est toujours présente, j'espère parmi vous aussi, parce qu'il faudra bien en parler un jour. Mais il n'y avait aucune volonté de transformation sociale, au sens que on faisait 2% de la production était en bio et elle était vendue avant d'avoir été produite. Et on pouvait, ce qu'on faisait d'ailleurs, sans s'en cacher, en Bretagne notamment, on vendait des fromages qui sont absolument inconsommables. Ils étaient vendus parce qu'ils étaient bio et que la demande était largement supérieure à ce qu'on pouvait produire. Et donc, jamais aucun d'entre nous, ou en tout cas, s'ils étaient quelques-uns, ils n'étaient pas très nombreux, ne s'est soucié de savoir à qui nous vendions nos produits. Il y avait un mode de production qui était décrit dans un label, et ce label-là n'avait aucune, d'ailleurs il n'est écrit nulle part, aucune volonté de transformation sociale, notamment aucune volonté de lutter contre les inégalités d'accès à l'alimentation. Alors que les choses soient claires, donc quand on parle bio au sens, on utilise un mot commun pour définir quelque chose, on essentialise une chose qui rend, même à mes oreilles, assez inécoutable. La suite du propos, il n'y a pas un paysan bio et un paysan qui n'est pas bio. Il y a un paysan qui respecte le cahier des charges de l'agriculture biologique. Alors, on peut dire un paysan d'agriculture biologique, ça s'entend. Dire un paysan bio, c'est quand même quelque chose. Là, ça relève de la croyance. Il y a une auréole au-dessus de nous, là, mais c'est de cet ordre-là, quoi. Je suis bio, voici ma gloire, mon espérance, etc. Ben, on est dans ce type d'affaires. Il faut faire très attention, je ne plaisante pas, je vous assure qu'il faut être extrêmement prudent dans ces façons de formuler les choses. Et je ne doute pas que vous compreniez ça, même si vous n'êtes pas en accord avec moi. Et pourquoi nous avons créé ce label?
et pourquoi la création de ce label et les pratiques ont échoué à ce qu'on souhaitait, c'est-à-dire on pensait que tout le monde allait un jour cultiver sans pesticides et que tout le monde allait manger sous le label. Et on en est loin, puisqu'on doit être à peu près aujourd'hui autour de 10% dans la production et à peu près 10%, enfin quelques pourcents près dans la consommation. Parce que nous sommes dans une politique de l'offre. Parce que depuis la guerre, nous sommes dans une politique de l'offre. En question alimentaire, nous avons un marché de l'offre. On est face à une demande qu'on ne connaît pas et qu'on ne cherche pas à identifier. On nous a dit qu'il y avait un vide, on nous a dit que les Français crevaient de faim. Et quel moyen meilleur que de créer de l'abondance, je vous l'ai dit tout à l'heure, je le pense comme ça, et on l'a constaté. L'industrie se met en place et on fait de l'offre. Et la politique de l'offre, 2012, François Hollande arrive au pouvoir, il remet ça sur le tapis. On n'a jamais abandonné, mais lui, il le remet dans son programme socialiste, si on peut dire. Et cette politique de l'offre, eh bien, elle n'atteint pas son but. Et après, on reprendra les détails, mais aujourd'hui, elle a créé une forme d'abondance qui est devenue une nuisance. Celle dont vous parlez en permanence, quand vous parlez des dégâts commis à l'eau, au sol et tout ça, c'est cette création d'abondance. Et la création d'un label de l'agriculture biologique a participé de cette création de l'offre, de l'augmentation de l'offre. C'est devenu une niche dans un marché. On crée des niches, et puis les niches sont envahies dès qu'elles commencent à être profitables par le maraîchage industriel. Chez moi, c'est le maraîchage bio. 30% des légumes bio en France sont produits par le maraîchage industriel du Nord Finistère, qui est le plus à même de répondre à l'injonction de mettre du bio dans les cantines. Parce que organiser des plateformes pour alimenter, etc. Vous voyez qu'on est vraiment là dans une politique de l'offre, et le propos qu'on va tenir maintenant consiste à défaire cette politique de l'offre et examiner ce qu'est une politique de la demande. Voilà, c'est une introduction, je ne sais pas si elle vaut ce qu'elle vaut. Ne prends pas ça mal, hein, c'est pas la première fois que je... Et puis moi, ça m'est tellement arrivé pendant tellement longtemps de parler comme ça que je ne veux pas donner des leçons à qui connaît des choses comme ça. Moi, je veux bien ajouter juste un point à ce que tu viens de dire. C'est qu'on est, c'est pour rebondir sur la question des niches ou des segments de marché. On est bien là-dedans, c'est-à-dire que, d'ailleurs, les thèses des productivistes et des ministres de l'Union européenne, etc., c'est de dire c'est pas mal finalement l'agriculture duale, ou on peut dire à plusieurs vitesses. Il y a l'agriculture productiviste qui nourrit la grande partie de la population à des prix bas, etc., etc. Et puis, il y a l'agriculture paysanne, bio, voilà, enfin dans toutes ses formes diverses et variées, qui va sur un segment particulier de marché, une niche particulière, et qui est compatible, qui peut cohabiter avec l'agriculture industrielle productiviste. Le gros problème, c'est que ce discours est un leurre, parce qu'on voit bien que la vitesse à laquelle se propage le productivisme agricole, les fermes-usines, est ultra plus rapide que tu en parlais tout à l'heure, les difficultés qu'il y a à installer des paysans en agriculture paysanne, malgré les efforts de la Confédération paysanne, etc., parce qu'ils ne sont pas soutenus, parce que le foncier est accaparé par on sait qui, et donc là, on est face à précisément comment on va faire pour changer véritablement de cap et généraliser le système de l'agriculture paysanne qui est techniquement, socialement, écologiquement, etc., est parfaitement prêt et constitue quand même une véritable alternative au système productiviste. Sauf que les pouvoirs divers ne le souhaitent pas. Ils veulent balancer l'illusion, le discours leur
de l'agriculture duale, ça c'est très bien, parce que ça sert de paravent qui permet à l'agriculture productiviste de continuer, de progresser. Et pour le reste, il faudrait avoir une transformation complète de la politique agricole, des crédits de la PAC, enfin je vais pas, on sait tous ça plus ou moins ici, donc je passe sur les détails, mais il y a une absence totale de volonté de changer de paradigme ou de modèle de l'agriculture. Et encore, on peut se dire on a progressé par rapport à les années 70-80 où il n'y avait pas encore le modèle de l'agriculture paysanne qui s'est généralisé en partie, enfin c'est généralisé, qui a progressé en partie grâce à la création de la Confédération paysanne qui a affirmé ce modèle qu'on appelle le modèle de l'agriculture paysanne. Au passage, ce que j'ai toujours trouvé intéressant, pour finir, c'est qu'à l'époque où la Confédération paysanne se crée en 87, elle énonce le modèle de l'agriculture paysanne moderne. Elle continue parce qu'il est difficile de se défaire de la tyrannie de la modernité. Les premiers textes, les premières manifestations du modèle, en quelque sorte, c'est l'agriculture paysanne moderne. Et ça n'est qu'un an ou deux après ces premiers développements que le qualificatif, l'adjectif de moderne va disparaître et que ça deviendra le modèle de l'agriculture paysanne. C'est dire que dès l'origine, la question de la séparation d'avec la modernité, la tyrannie de la modernité est posée et qui continue d'ailleurs de se poser encore aujourd'hui. Moi, je voudrais poser une question sur la marchandisation. En fait, on est rentré dans un monde où on spécule sur la nourriture. Et en fait, c'est complètement inadmissible pour moi d'en être là en 2025, alors que justement, les sociétés paysannes étaient d'abord des agricultures de subsistance. On a changé complètement de mode de vie, j'en suis bien consciente. Mais quand même, aujourd'hui, de penser les revenus en se basant sur une spéculation de la nourriture, ça donne. Comment en fait on pourrait sortir de ce système justement pour complètement rompre avec une façon de spéculer sur le vivant en règle générale. L'eau même est entrée en bourse, le blé, enfin tout est régi par un système financier et en fait on devrait interdire de faire ça sur l'alimentation. Ça devrait même pas être autorisé. Donc déjà c'est là-dessus, et je sais que tout à l'heure vous aviez commencé à aborder la question de la sécurité sociale de l'alimentation. Je pense que c'est en effet une piste à aborder, puisqu'aujourd'hui il y a des personnes qui réfléchissent plutôt que penser seulement à un revenu paysan, de penser à un salaire à vie avec la socialisation du travail, et du coup qu'on ne se pose plus la question de vendre pour gagner sa vie, mais que tout le monde ait un salaire à vie à partir de 18 ans, et que comme ça on se pose plus la question de la production pour vivre et pas vivre de sa production. Là vous êtes arrivé à une question que j'aurais aimé qu'on se pose plus loin quand... non, ce qu'on peut oui, dans le débat. C'est pas, je ne veux pas fuir la question.
comment est-ce qu'on en est arrivé à se poser la question que vous venez de vous poser et de nous poser? C'est ça qui, peut-être que vous êtes tous au courant, mais sachez quand même qu'en 2010, alors je pourrais rentrer un peu dans le détail, mais pour vous donner un exemple, en 2010, dans le réseau CIVAM, on prétendait et on prétend encore à étudier la durabilité agricole. Quelles sont les conditions économiques, sociales et environnementales pour qu'une ferme rapporte un revenu à son paysan et qu'elle soit transmissible à la génération suivante dans l'état où elle est. Donc comment caractériser cette durabilité-là? On a travaillé pendant une quinzaine d'années, 20 ans. Je pense qu'il y a des gens du CIVAM ici qui ont dû largement participer à ce travail-là. Et puis, on a réussi notre coup. On sait aujourd'hui encore, quand on rentre dans une ferme, on prend les comptes, on regarde l'état du troupeau, si c'est un troupeau, le gasoil et le prix qui a été payé dans la taille du tracteur, le rapport avec la surface. On sait à peu près déchiffrer la viabilité d'une exploitation. Quand on a fait ça, on est arrivé en 2010, frappé par, je vous fais court, par la question de l'aide alimentaire. On nous a dit, loi d'orientation agricole de 2010, l'aide alimentaire est devenue une activité agricole dans le code rural. Dans le code rural, activité agricole, l'aide alimentaire. Ça vous paraît un peu étrange, nous ça nous a paru tout simplement, l'aide alimentaire, on n'y connaissait pas grand-chose. À vrai dire, en tant que paysan, dans nos fermes, on entendait parler des restos du cœur une fois par an, et puis on pensait que ça concernait 300 000 personnes. Et on était loin, mais très très loin du compte. Et quand on est parti explorer ce continent, parce qu'on s'est dit, bon, l'aide alimentaire, c'est quoi? C'est un échec, c'est l'échec d'une politique agricole et alimentaire qui fait qu'il y a des gens à qui tu es obligé de donner leur alimentation, qu'ils la veuillent ou pas. Bon, c'est un échec, si c'est 300 000 personnes, c'est pas un vrai problème. Donc on avait passé par-dessus. Or, l'en faire une activité agricole, c'était reconnaître que la politique agricole crée une difficulté, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas à manger, et que cette difficulté, le fait que des gens n'aient pas à manger, servait la politique agricole qui les créait. Vous faisiez des pauvres, et les pauvres, pour les nourrir, on vous payait. C'est-à-dire que vous maintenez le système de surproduction parce que vous avez créé de la pauvreté. Alors même que cette surproduction est celle qui cause la pauvreté. On est parti de là, je vous le dis aujourd'hui, j'aurais été incapable de vous le dire il y a 10 ans ou 15 ans, on avait juste l'intuition que de rentrer l'aide alimentaire comme une activité agricole, c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout anticipé. Et on est parti voir ce qui se passait. On est arrivé, je me souviens très bien, au Secours populaire, après avoir pris rendez-vous pour leur demander comment eux pensaient à Secours populaire, parce qu'évidemment, on aurait pu aller au Secours catholique, on n'a pas fait pile ou face, on s'est dit on va aller au Secours populaire. En gros, notre appétit, il est plus vers le Secours populaire, au départ en tout cas, que vers le Secours catholique. On va là-bas, on est reçu, et ils nous disent, mais vous êtes qui? On explique, ben voilà, on a un réseau paysan, mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Et vous faites de l'aide alimentaire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec vous? Voilà où on en était en 2011. Tu vois, et de 2011 à aujourd'hui, où tu nous poses une question comme ça, il a fallu faire une sacrée route. En 2011, ni nous, ni eux ne pouvaient se sortir du marché alimentaire. Et la question que tu poses, elle est celle-là. Mais comment, nous, on ne pouvait pas se sortir du marché alimentaire? On l'avait dans notre tête, on avait créé des niches, que tu décrivais tout à l'heure, et avec toutes les impasses dans lesquelles on était arrivé. Dire aujourd'hui, 15 ans plus tard, le moyen de sortir des pesticides, c'est d'identifier, c'est de sortir de la demande, donc c'est de sortir du marché, se sortir du marché, et on a des chiffres, parce que nous, on est allé jusqu'à chiffrer ce qu'on veut sortir du marché, c'est-à-dire 120 milliards d'euros en 2017, aujourd'hui ce serait peut-être un peu plus, 120 milliards d'euros de consommation alimentaire sortis du marché. C'est-à-dire, en gros, ça va être à peu près la moitié de la consommation alimentaire. C'est une proposition, alors, peut-être qu'il ne faut pas utiliser ce mot-là, parce qu'il faut se faire entendre par tout le monde, c'est une proposition, peut-être pas révolutionnaire, mais au moins très radicale. Après, les conditions, quel est le chemin qui nous a amenés là, et les conditions dans lesquelles on va faire cette proposition-là, je pense que ça, on peut en discuter. Je veux bien reprendre
à un autre moment dans cette soirée, là, parce que c'est un peu ça qu'on m'a demandé de faire, qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui sécurité sociale de l'alimentation, comment c'est un élément de la socialisation, et quels sont les autres éléments de cette socialisation. Voilà, en gros, ce que je peux te répondre à cette heure-ci, sans présumer des autres questions et du débat qu'il peut y avoir. Il y a d'autres questions. Excusez-moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, 123 milliards alimentaires sortir du marché. Je ne vois pas du tout ce que ça veut dire. Donc en fait, si vous voulez, je peux, mais je ne sais pas si ça va être captivant, et je ne sais pas si c'est ce qu'on m'a dû me demander, je peux prendre un quart d'heure pour vous décrire ce qui va... Non, on me fait signe que non, et je comprends bien. En gros, sur la consommation alimentaire actuelle, qu'on peut estimer autour de... Je me méfie de ma mémoire des chiffres, mais en gros, entre 200 et 250 milliards, c'est la consommation des ménages français en matière alimentaire. Sur le marché. Vous allez dans les magasins, vous faites le tri, c'est une politique de l'offre, vous avez 15 marques de jambon, 15 marques de PQ, il y a sans doute un rapport entre l'un et l'autre, mais c'est pas écrit nulle part, et ça c'est les politiques de l'offre. Et donc c'est des politiques de marché. Nous, la proposition qu'on a faite, c'est de sortir une partie de cette alimentation du marché, c'est-à-dire de créer la socialisation, parce que quand vous enlevez du marché, c'est la socialisation. Sortir du marché, c'est socialiser. Ça ne veut pas dire qu'on va enlever les petits marchés, les marchés avec des minuscules, c'est le marché, c'est une autre dimension. Ça veut dire, grosso modo, et je vais aller très vite, mais je sais que je ne peux pas faire autrement, que... Alors, dans quel ordre je vais le prendre ? Je vais le prendre... On a calculé à l'époque, 2017, que la consommation, le montant médian de la consommation des ménages français, c'était 150 € par mois. Je ne dis pas de conneries, c'est bien ça. 5 € par jour, 150 € par mois. On s'est dit, si tout le monde bénéficie d'une allocation à cette hauteur-là, on commence, donc c'est la médiane, donc ça veut dire qu'il y a la moitié des Français au-dessus qui en consomment plus et l'autre moitié qui en consomme moins. On s'est dit, on commence, d'abord on fait de la redistribution, je vous expliquerai par quel moyen, et deuxièmement, on commence à avoir la possibilité de choisir réellement son alimentation. Eh bien, on commence. Et pour en arriver à ces 150 € de l'allocation par mois, on lève une cotisation, qui est la même pour tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde va payer un certain pourcentage de son revenu, de l'ordre de 8 à 10%, va cotiser et recevoir une allocation identique pour tout le monde. C'est le principe d'universalité de la sécurité sociale qui est appliqué aujourd'hui, qui date de 1945, 46 surtout d'ailleurs, et la mise en place du régime général. Et donc, vous voyez, là, je ne rentre pas dans le détail, et si vous voulez rentrer dans le détail, je peux, je n'ai aucun doute pour le faire, mais je ne les ai pas emmenés avec moi, puis je regrette aujourd'hui, mais il y a une petite bande dessinée qui a été faite il y a quelques années maintenant, mais réactualisée, qui s'appelle Encore des patates, où ces mécanismes-là sont détaillés. Donc ça c'était à l'époque 2 €, je pense que ça n'a pas dû augmenter, vous pouvez parfaitement trouver ces mécanismes. Et puis, il y a un site, parce que du coup, tout ça, ça a pris une ampleur qui nous a totalement échappé. Moi, je suis encore saisi, parfois d'effroi d'ailleurs, quand je vois à quelle vitesse cette idée-là s'est répandue dans la société. Et il y a un collectif, collectif national, qui il y a un site sur lequel vous pouvez retrouver aussi plus en détail ce que je viens de vous dire. Je suis dans une situation délicate là ce soir, parce qu'on nous demande, je ne suis évidemment pas le seul, on nous demande de faire souvent des interventions pour expliquer ce que c'est que la sécurité sociale de l'alimentation comme proposition politique. Mais il nous faut 1 heure. Et c'est pas parce que c'est pour vous prendre au sérieux, parce qu'on vous prend au sérieux, on ne veut pas régler cette affaire-là en 10 minutes, parce que ça n'aurait pas de sens. Et je ne pense pas que ce soit ça que je sois en position de faire. Et juste, il faut renseignez-vous, prenez ça au sérieux. Et pour nous, paysans, c'est la seule manière qu'on a, je vous le dis encore une fois, identifiée aujourd'hui de se sortir de l'agro-industrie et notamment des pesticides. Se sortir de l'aide alimentaire. Alors,
Ça implique avec qui tu le fais, contre qui tu le fais, pour qui tu le fais. Enfin, les questions avec qui, pour qui, contre qui. C'est des questions qui doivent être lancinantes chez les militants. Et nous, on est partis en réseau CIVAM, en tout cas, et même à la Confédération Paysanne dans les années 2015, un peu plus tard, on est parti pour bâtir cette proposition-là, on est parti des liens qu'on avait avec les quartiers populaires, avec les populations les premières visées par l'aide alimentaire. Et quand je dis visées, c'est comme cible. C'est bien visé aussi. Si tu bouges, ça va mal se passer pour toi. Et on avait une activité dans le réseau CIVAM, la multifonctionnalité de l'agriculture, qui était de développer l'accueil social. On appelait ça comme ça, c'est pas très, très heureux comme terme. En gros, on accueillait sur les fermes des personnes qui qui habitaient en ville ou pas loin et qui n'étaient pas très bien dans leur peau pour une raison ou pour une autre, et à qui on offrait un temps de... Alors on le faisait avec des institutions, ça allait du gamin des IME jusqu'au vieux qui n'était pas satisfait de sa maison de retraite. Ça existait, et ça existe toujours. Et ça nous a permis de nous retrouver en tant que producteurs, souvent en bio, voilà, tu vois, satisfait de lui, ayant fait des fermes durables, transmissibles et tout. On s'est retrouvés devant des populations qui ne mangeaient pas du tout comme nous, qui n'envisageaient pas l'alimentation comme nous, qui ne parlaient pas de la même manière que nous. Et là, il nous a fallu une sacrée acculturation. Et à eux aussi, c'était réciproque. Moi, j'aurais pu à la fin, ils pouvaient partir de chez moi en parlant breton, et je pense que j'aurais pu éventuellement, en poussant loin, apprendre l'arabe aussi. Mais cette acculturation, elle va jusque-là de rencontres humaines. Et tout d'un coup, quand on nous parle d'aide alimentaire, tout d'un coup, paf, on est plus armé que d'autres pour comprendre ce qui se passe là-dedans. Et c'est cette fréquentation-là qui dure encore parce qu'on travaille avec les centres sociaux, parce qu'on travaille avec les MJC, parce qu'on travaille avec des syndicats de quartier, qui permet à ce collectif pour la sécurité sociale de l'alimentation d'être plus que ce qu'on était au départ. C'est une proposition agricole, c'est une proposition de syndicat agricole, c'est une proposition d'organisation agricole qui est partie d'un travail agricole. Nous avons été rejoints par d'autres organisations, et j'en ai une trentaine, mais j'insiste, et après je vous dis pourquoi, c'est une proposition qui est née dans les réseaux agricoles de l'insatisfaction énorme que nous avions d'avoir fait un travail que nous pensions vertueux et qui n'avait qui se traduisait même par à l'autre bout de la chaîne alimentaire, par une insatisfaction aussi grande que la nôtre de ne pas pouvoir manger ce que les gens souhaitent. Et voilà, donc ça fait pas de nous des êtres extraordinaires, ça fait simplement de nous aujourd'hui pour se dire que dans toutes ces propositions et ces mises en œuvre qui sont, qu'on appelle les alternatives agricoles, les alternatives alimentaires, pardon, en voie de, vous avez certainement entendu parler de Montpellier, de Bordeaux, de Grenoble, et j'en passe, il y en a une centaine en plus en France, et il n'y en a pas assez. Moi, pour en avoir observé beaucoup, être intervenu beaucoup, et me faire confirmer par d'autres camarades, on est sidéré par l'absence des paysans. Dans ces réflexions sur la question alimentaire et l'accès à l'alimentation, voilà, il n'y a plus de paysans. Alors il y a une raison précise, c'est que la démographie est là, et il y a une deuxième raison que vient de vous exposer la camarade tout à l'heure, c'est que nous avons un travail. À part des retraités comme moi qui ont le privilège de pouvoir s'adresser à vous, avoir une auréole au-dessus de la tête pendant qu'on parle, la plupart des paysans n'ont pas ce temps-là à consacrer. Et on est tellement peu nombreux qu'en plus, vous voyez, ce qui fait que cette question de la production de l'alimentation qu'on désire, elle a disparu d'être une question agricole. Bon, je suis un peu vite, je raccourcis les choses, et je ne veux pas vous prendre la tête de trop, mais on en reparlera tout à l'heure si vous voulez. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. À moitié seulement. À moitié seulement. Juste, j'aurais envie de dire, est-ce que ça, c'est un début de décroissance? Alors, la décroissance, c'est encore autre chose. Nous, bon, je ne sais pas comment je vais me tirer de cette affaire-là. Ouais, c'est autre chose. Je vais juste essayer de le sauver, entre guillemets. Non, pas du tout, mais c'est parce que je pense que quand on aborde la sécurité sociale de l'alimentation, qui est effectivement une belle alternative, qui est construite, enfin, voilà, on ne rentre pas dans les détails, mais qui pose une question à nouveau de fond sur l'ampleur du changement que nous souhaitons. Parce que
ça suppose, comme il vous l'a rappelé, une cotisation universelle. Mais qui va décider de cette cotisation universelle pour que la sécurité sociale de l'alimentation puisse se mettre en place? Quel est le gouvernement? Quelles sont les forces révolutionnaires qui vont imposer au gouvernement la création de cette cotisation? Les représentants du capital n'ont aucun intérêt à cette création de la cotisation, pour les raisons que tu as évoquées, parce que ça sortirait une partie de l'alimentation de la sphère de la marchandisation totale, et voilà, et qu'ils veulent continuer avec un système où tu pressures les agriculteurs pour qu'ils fassent une alimentation le moins cher possible, parce que ça fait pression sur les salaires et que ça c'est une loi d'airain du capitalisme. C'est-à-dire que le secteur agricole est instrumentalisé pour permettre de faire pression sur les salaires et empêcher les augmentations de salaires, puisque la nourriture vaut au bout du compte moins cher, ou le panier entre guillemets de la ménagère vaut moins grâce à la disparition des paysans, leur endettement, etc., etc. Donc ils n'ont aucun intérêt à promouvoir des alternatives, enfin généraliser des alternatives qui vont mettre en cause leur système économique, financier et d'oppression des uns et des autres. Et donc le gros risque de la sécurité sociale alimentaire, dans ce cas-là, comme des tas d'autres alternatives, c'est qu'elle se transforme en quelque sorte, qu'elle s'insère, elle soit absorbée par le système et qu'elle devienne, grâce à des aides, par exemple, des collectivités locales, une sorte de système d'alimentation et de gestion des pauvres. Voilà, c'est ça qui est un des risques. Et donc la belle utopie dont tu parlais tout à l'heure, Laurie, elle se casse la gueule elle se heurte à ces pouvoirs qui n'en veulent pas, qui ne veulent pas de la cotisation, et quand on n'est pas capable de leur imposer par un rapport de force cette cotisation, comme ça a été la cotisation d'ailleurs de la sécurité sociale, elle a été imposée générale, elle a été imposée dans des conditions tout à fait différentes, avec des gouvernants qui étaient tout à fait différents, comme on le sait. Mais comment faire avec des gouvernants néolibéraux? Il n'y a pas d'autre solution que de les dégager pour pouvoir inventer la cotisation. Quand même, parce que avant qu'ils dégagent, il va falloir qu'on mange ce soir et demain matin. Ils vont peut-être dégager dans la journée. Rappelez quand même, pour qu'on ait ça, c'est un imaginaire qu'on est. On s'adresse au terme sens profond philosophique de l'imaginaire. Nous sommes dans un imaginaire de société de consommation, où le marché est là pour satisfaire nos désirs sans fin, et nous fournir des besoins de consolation. C'est ça un peu le truc aujourd'hui. C'est dans cet imaginaire-là qu'on est un peu tous, hein. Vous n'êtes pas épargnés, moi non plus, même par cette façon de voir le monde. Là, il faut qu'on change cet imaginaire-là. Et donc, cette proposition, c'est pour ça qu'on ne parle pas de solution, c'est tout sauf une solution. C'est une proposition politique qui travaille l'imaginaire de chacun. L'universalité, ce n'est pas une politique pour les pauvres, c'est une politique pour tous. Les politiques pour les pauvres, ce sont des pauvres politiques. Quand on fait des politiques pour les pauvres, c'est qu'on a fait des politiques pour les riches avant. La cotisation, c'est pas les impôts et les taxes, il ne faut pas négliger les impôts et les taxes, on peut en reparler. La cotisation, c'est pas le gouvernement qui décide du budget de la sécurité sociale, contrairement à ce qu'on vous dit. Le budget de la sécurité sociale, ce n'est pas un budget de l'État, c'est un budget à part, voté à l'Assemblée nationale en tant que budget de la sécurité sociale. Il faut qu'on reprenne la main là-dessus, c'est le fait que ce soit des cotisations qui obligent à ça, l'universalité, la cotisation, et troisième volet, tout aussi important, le conventionnement, je dirais même que c'est le plus important, celui sur lequel il faut qu'on en tire, qu'on s'arrête un moment, parce qu'on peut en tirer les enseignements, même si je suis d'accord avec Pierre sur
obstacles, les murs et les plafonds qu'on rencontre dans l'expérimentation actuelle, dans les expérimentations actuelles, il y a des enseignements à tirer, notamment sur celui de ce qu'on appelle le conventionnement. Et le conventionnement, c'est l'obligation qui est faite aux citoyens qui ont cotisé de venir dire ensemble les endroits, les lieux, les manières de consommer l'alimentation que va ouvrir la location donnée. Vous avez cotisé, vous êtes dans l'obligation de venir dire ce qu'on va faire de votre cotisation. Vous recevrez une allocation que vous ne pourrez consommer que dans l'alimentation et que dans des endroits conventionnés. Et ce mouvement de dire collectivement ce que l'on attend de notre alimentation, c'est ce qu'on appelle la démocratie dans l'alimentation. Aujourd'hui, le complexe agro-industriel a évacué la démocratie. Je vous le dis, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure du complexe militaro-industriel aux États-Unis, qui est une démocratie. Il existe le même complexe militaro-industriel en URSS, mais personne ne prétend que l'URSS à l'état actuel est une démocratie. Donc là, on est dans quelque chose qui se prétend une démocratie, or, nous n'avons pas la main et à aucun moment on a le choix, on veut organiser ça. Je suis clair là-dessus, après, c'est pas demain. On est d'accord. Donc il faut que dans cet imaginaire-là de nécessité, de transformation profonde, personne d'entre vous ne souhaite le retour d'une guerre pour qu'on se retrouve dans la situation de 45-46 où la bourgeoisie avait les mains sales de toutes les collaborations des années précédentes. Et c'est ça qui les a fait caler, c'est les 30% de syndiqués CGT, c'est les armes qu'il y avait encore dans le peuple, c'est ça qui les a fait caler. On ne va pas revenir, enfin, moi je ne souhaite pas en tout cas, revenir à une situation de ce type-là. Le rapport de force à créer va être autre. Je ne veux pas rentrer là. Mais vous voyez, gardez cet imaginaire. L'universalité, la cotisation et le conventionnement. C'est ça la force de cette proposition de sécurité sociale, de mise en sécurité sociale de l'alimentation. C'est une dynamique. Parce que la sécurité sociale, comme certains d'entre vous l'ont déjà dit, elle est sérieusement mise à mal en ce moment. Pour les mêmes raisons, la sécurité sociale générale, c'est sortir de l'argent du marché. Hein, et on voit très bien, on en parlait à midi avec quelques collègues, là, le privé est en train de gratter, y compris à s'installer même, je l'ai appris tout à l'heure, à l'intérieur des hôpitaux, pour faire son grain de ce qui est le plus facile à soigner et laisser à notre sécurité sociale le soin de s'occuper des autres. Donc ça, c'est ce qu'on nous a souvent dit, mais vous venez là, au moment où la sécurité sociale est en train de disparaître, rajouter une couche, oui, on peut l'entendre, sauf que quand on est parti discuter avec des syndicats, CGT entre autres, mais aussi CFDT, FO, personnellement, je ne les ai pas rencontrés, je ne veux pas dire, mais d'autres collègues l'ont fait, solidaires, ils ont commencé par nous dire, mais est-ce que c'est vraiment le moment de discuter de ça, alors qu'on est obligé de défendre ce qui est en train de disparaître, pour finir par reconnaître tous ensemble que le meilleur moyen de se défendre, c'est d'attaquer. Et le meilleur moyen de se défendre, c'est déjà de comprendre ce qu'est la sécurité sociale de manière générale. Et cette proposition de sécurité sociale de l'alimentation, comme les questions que vous venez de me poser le montrent, elle nous oblige à revenir à ce que c'est que la sécurité sociale. Pourquoi nous aspirons à la sécurité sociale plus que à la satisfaction de nos désirs, voilà. Pourquoi nous préférons nous priver de certaines choses plutôt que de rentrer dans le marché pour satisfaire des désirs qui sont soi-disant étendus jusqu'à l'infini. C'est cet imaginaire politique-là qu'il faut. Et du coup, la question de la décroissance, eh bien, on en discutera, je pense sérieusement à ce moment-là, parce qu'effectivement, il n'y a pas de possibilité de choix démocratique sans une décroissance de la production alimentaire et probablement une décroissance de la consommation alimentaire. Voilà, oui. Ça c'est mon point de vue. Jean-Claude, peux-tu donner le nom du site et qui porte le même nom que le collectif, s'il te plaît? N'hésite pas à faire de la publicité parce que tout le monde ne le connaît pas. J'ajouterai une chose aussi, c'est que quand on veut, si on veut, pour les gens qui veulent s'intéresser à la sécurité sociale de l'alimentation, commencer par essayer de comprendre les mécanismes et l'histoire de la sécurité sociale, ainsi que les principes de la socialisation, du financement par socialisation. Je suis un très mauvais vendeur, alors je ne sais pas le nom du site exact, mais vous tapez sur un moteur de recherche, parce que je l'ai fait, donc ça doit marcher pour vous aussi, sécurité sociale de l'alimentation, et vous arriverez dans les propositions qui vous sont faites sur le site
collectif pour une sécurité sociale de l'alimentation. Et ce que tu viens de dire est important parce que nous sommes un des rares pays du monde, peut-être même le seul, à fonctionner de cette manière-là. Dans d'autres pays, il y a des formes de sécurité sociale qui sont assumées de manière différente. C'est l'État ou c'est le patronat qui a les mains. Et avant la guerre en France, il y avait 1500 caisses au minimum de formes de sécurité sociale, dont une grande partie, voire une majorité, tenue par le patronat, d'autres par les curés, d'autres certains par des syndicats. Et c'est le mouvement d'unification à la fin de la guerre, dans un rapport de force le permettant, qui a fait ce qu'on a appelé le régime général. Et on dit que, moi je me dis, peut-être à tort, parce qu'on voit bien les limites de l'exercice, que les caisses qui sont en train de se monter à droite à gauche, dont certaines commencent à être assez connues, comme celle de Montpellier, il faut garder une très grande humilité. Là-dessus, je suis d'accord avec toi, mais elles sont enseignantes pour peu qu'on y soit, qu'on y prête l'oreille et qu'on ait un regard attentif là-dessus. Et surtout, elles préparent sans doute quelque part une unification. Il y en a certaines qui sont appelées à disparaître, il y en a certaines qui ont des intentions qui ne sont pas les nôtres. C'est tout à fait probable. Tant qu'on ne pourra pas lever la cotisation, on n'aura pas une véritable expérimentation en taille réelle de ce que ça doit être. C'est aussi une certitude. Mais avant d'en arriver... si, je vais vous dire ça, parce que ça, vous ne le savez peut-être pas. Figurez-vous que, je dis sans mentir, je ne pense pas qu'en 2018 ou 2019, nous étions plus de 10 en France à pouvoir parler de sécurité sociale de l'alimentation de manière entendable. Et encore, parfois, on était là en train de se chamailler sur les mots à utiliser. On ne comprenait pas forcément. Moi, en tant que paysan, je ne suis pas allocataire de la sécurité sociale, je suis allocataire d'un truc corporatiste qui s'appelle la MSA. Donc c'est difficile, ça a été très difficile pour beaucoup de paysans de comprendre le mouvement de socialisation, ce mouvement-là en tout cas. Et bien, ça c'était 2019, un peu avant le confinement. 2025, à l'Assemblée nationale, nos députés ont examiné un projet de loi déposé qui prenait en compte la sécurité sociale de l'alimentation, qui aurait... Enfin, le projet de loi, c'était d'autoriser la levée des cotisations dans un territoire extra-territorial, pour le coup, comme on fait pour les territoires zéro chômage. Donc, voilà. C'est passé, vous vous rendez compte, en commission majoritairement voté oui, et avec le jeu démocratique un peu pourri qu'on a actuellement, il est passé à minuit moins 5, et puis à minuit, la journée était close, donc en 5 minutes, ils ont eu le temps de se dire au revoir, bonjour en assemblée plénière. Mais quand même, écoutez les débats, il y a eu une commission qui a écouté, qui a reçu beaucoup de monde, qui les a fait parler des problèmes alimentaires. Les députés découvraient la question de l'aide alimentaire, de la pauvreté alimentaire, de l'insatisfaction alimentaire. Ils tombaient de leur chaise, quoi, pour dire les choses comme ça. Et puis les gens qui bossent là-dessus depuis 15 ans, qui étaient écoutés. Et puis, quand les députés se sont exprimés au nom de leur groupe, alors là, on a vu, voilà, du RN à la LFI, chacun revenant dans son camp, disant oui. Mais alors les seuls qui sont très clairs là-dessus, et au moins ils ont ce mérite-là, c'est LR. Ce sont des libéraux. Il est hors de question de sortir du marché. Le marché est le seul moyen d'allouer correctement les ressources sur Terre. Alors, les ressources alimentaires aussi, eux, ils ne dérogent pas de ça. On ne fait pas le reste. Mais bon, ça, c'est chacun était sur sa posture. On s'attendait à un vote non. Et bien, le vote, il est majoritaire. Là, dans ce cadre-là. Donc, il ne s'agit pas de chercher de l'espoir, hein, c'est pas tout ça ma démarche. Il s'agit petit à petit, marche par marche, de regarder ce qui fonctionne pas. Est-ce qu'on est prêt dans la tête des uns et des autres à quelle question on peut répondre, à quelle question on ne répondra jamais, etc. Voilà. Je suis désolé d'être long, je vous le redis encore une fois, mais c'est pas ça. Bon. Je te remercie vraiment de toutes ces explications et j'invite tout le monde à aller voir le site, enfin on trouvera facilement. Personnellement, je n'y crois pas. Je n'y crois pas actuellement. Pourquoi ? On se bat actuellement, enfin, nous les gens, pour que les gens puissent vivre dignement. Si on met en plus une nouvelle cotisation qui générera de l'administratif, parce que c'est les lois de Pavlov, pas celui du chien, mais un autre dans le droit administratif public, l'administration génère sa propre administration. Et vu la difficulté qu'il y a actuellement à gérer tous les soucis que nous partageons tous, ça ne sera pas possible de lancer ce projet. Par contre, il y a des solutions. Il y a des solutions. Un des principes des grands supermarchés, enfin des grands milliardaires que nous avons aussi en France, hein, c'est faire un îlot de pertes dans des océans de profit.
si une charte pouvait être mise et imposée à tous les grands distributeurs, c'est pas pour les valoriser, au contraire, qu'ils passent non pas des petits contrats en disant, par exemple, ben voilà, chez Leclerc ou je sais pas quoi, on fait une opération fruits verts, fruits jaunes, enfin peu importe, des petits producteurs. Puis après on oublie. Et puis des fois on va les sortir parce qu'il ne faut pas qu'ils manifestent devant chez nous. Hein. Si on imposait dans ces lieux qui sont des lieux publics, malheureusement, on ne va pas changer en un an des habitudes qui durent depuis 40 ans. Les gens vont faire leurs courses au supermarché. Les petits marchés des AMAP, qui ont été une très bonne initiative, où elles sont maintenant? Le marché des couronneries, où sont les petits producteurs? Ils sont de moins en moins nombreux. À Poitiers, le marché qui était en centre-ville, c'est quasiment les mêmes. Ceux qui restent, qui sont aux couronneries, qui vont là. Et puis bientôt, il n'y en aura plus. Pourquoi? Parce qu'ils sont découragés. Et parce qu'ils n'ont pas de marché. Et si des gens achètent à ces gens-là, malheureusement, leurs coûts de production sont plus chers qu'au supermarché. Donc, il y a une sélection par l'action, par l'argent, et ça, on en parle depuis tout à l'heure. Donc, il faudrait imposer un pourcentage de producteurs locaux qui soient systématiquement mis dans des espaces publics ou de supermarchés, avec des quotas et de vente. C'est-à-dire qu'on n'importera pas, par exemple, des ananas ou des tomates en plein hiver, etc. On vendra des produits de saison, comme on doit faire, et ça coûtera moins cher au bilan carbone de la planète, et ça fera vivre des gens. Mais il faut l'imposer, ça. Alors, on est dans un système libéral. Ouais, libéral, mais jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que les gens continuent à s'enrichir sur le dos des plus pauvres aussi. Et alors, la sécurité sociale, donc la sécurité, taxes alimentaires, etc., on ne peut pas imposer une nouvelle taxe là-dessus. Des prélèvements sur les salaires, des prélèvements... On n'est plus en 47 ou en 48. Hein. Ça, l'esprit n'est plus là. Les gens ne peuvent plus payer de taxes. Et là, on va voir en janvier, avec la fameuse augmentation de l'essence, enfin de tous les produits, des carburants, etc., comment on va arriver, nous, hein. Donc, il y a un beau projet qui date d'un certain nombre d'années, etc. Mais est-ce qu'il est encore adapté à la société qui avance tous les 6 mois de 2 ans, quoi. Ça va à une vitesse folle. Hein. Donc, je crois qu'il faut qu'on impose aux mairies même, tout simplement, de refaire des marchés populaires à l'ancienne, sans prendre des taxes ou des placiers ou des choses comme ça, ou faire un truc symbolique, mais que les gens puissent venir et vendre leur propre production. Et les jeunes seront les premiers à pouvoir faire ça. Parce que les jeunes, ils ont envie, eux aussi, quel que soit leur niveau de formation, de pouvoir revenir à la terre paysanne. Il y a de plus en plus d'opérations comme ça. Et c'est pas le Larzac, hein. C'est pas le Larzac. Ça, c'est fini. Voilà. Il y a des nouvelles volontés. Donc, ne nous décourageons pas. Beaucoup de jeunes sont capables aussi de relever le marché et de lutter contre le grand capital. Ça, je le pense. Excusez-moi, j'ai été un peu confus, mais voilà. Bon, alors moi je ne suis pas du tout d'accord avec ce que j'ai entendu parce que les cotisations, ce n'est pas des taxes. Ils n'arrêtent pas de nous dire c'est des charges, mais en fin de compte, si on a sorti la santé du marché, ça a bien aidé quand même la grande majorité des gens. Actuellement, on a un problème avec l'alimentation, c'est que les gens, les pauvres qui bénéficient des restos du cœur et tout ça, plus les gens qui sont obligés d'aller acheter dans les supermarchés des saloperies, eh bien, on a de l'obésité, on a du diabète, ça coûte très cher. Donc, la cotisation, c'est tout le monde selon ses moyens, et pour tout le monde selon ses besoins. C'est-à-dire, les cotisations sont basses pour les gens qui ne touchent pas beaucoup d'argent, mais elles sont un peu plus élevées pour les gens qui en ont les moyens. Et ça, l'alimentation, ça doit être un droit. C'est déjà un droit. Alors après, il est détourné ce droit parce que ils n'arrêtent pas
fin de compte, ils défiscalisent ce que les supermarchés veulent donner aux Restos du Cœur et ils leur donnent même pas la possibilité de payer des camions réfrigérants et tout. Ils leur donnent des saloperies et on a des problèmes d'alimentation. Il y a beaucoup d'obésité, il y a énormément de choses. Ça, c'est un gros problème. Les gens en ont conscience actuellement. Donc, moi, la sécurité sociale de l'alimentation, sortir l'alimentation du marché, au moins en partie, c'est énorme. Et je voulais rajouter autre chose. Je voulais rajouter que le salaire à vie de Friot, qui le défend pas mal d'ailleurs, moi je l'ai connu puisque j'étais institutrice et donc c'est ça le salaire à vie, c'est payé en fonction en fonction des diplômes qu'on a, et puis on continue à avoir après à la retraite un salaire, c'est le salaire à vie. Et donc ils veulent nous vendre le salaire, le revenu de base, c'est une saloperie. Le revenu de base, c'est une saloperie. Ils enlèvent tous les droits et puis ils vous donnent tant par personne. Et puis après, débrouillez-vous, mais il n'y aura plus le droit à la santé, il n'y aura plus le droit à plein de choses. Donc ça ne va pas du tout. Bon. Juste une petite chose par rapport à la Sécu. La Sécu, c'est trop. Oui, au niveau de la Sécu, pour qu'elle puisse fonctionner, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit versé. Or, au niveau des employeurs, au niveau de l'entreprise, l'entreprise est versée à un moment donné, il y a 60 ans que je suis dans syndicaliste, au départ, l'entreprise est versée 40%. Aujourd'hui, on est à peu près 25%. Et au niveau des salariés, on est à combien? 20-25% à peu près. Parce que je suis sorti un petit moment. Et au départ, c'était 6 à 7%. Moi, j'ai mes feuilles de paie, il suffit de les ressortir. Donc en fin de compte, la Sécu, elle est malade parce que tous ces guignols là, ce Macron, etc., ils piquent parce que la Sécu, elle représente la même chose que l'État au niveau beaucoup plus du volume. Donc voilà. Et donc je crois que la Sécu, il n'y a pas de problème par rapport à ça. C'est qu'en fin de compte, il n'y a pas de pognon. Le pognon est détourné. La dernière question. Il y a une autre question. Est-ce qu'il y a des questions? Ça, c'est un propos d'ingénieur. Est-ce qu'il y a une question? Parce que j'ai des réponses. Ça, c'est ce qu'on nous a fait sur les fermes depuis les années 60. Donc il y en a une. Il y a un bon ingénieur. Je ne sais pas si c'est vraiment une question, mais je crois que quand tu t'es présenté, tu as dit que malgré ton pessimisme bien marqué tout au long de ce que tu as pu exposer, tu nous as quand même présenté la chose au tout début, enfin c'est ce que j'ai entendu en tout cas, comme l'espoir aujourd'hui face à tes différents constats d'échec. L'espoir serait de se fédérer. Alors, est-ce qu'il y a déjà quelque chose d'entamé et si on n'a pas le temps de développer, où est-ce qu'on peut se renseigner pour rejoindre des gens qui auraient envie de se fédérer pour défendre le vivant, pour défendre l'agriculture paysanne, pour
apporter son soutien au travail que fait par exemple la Confédération paysanne ou d'autres associations. Merci. Espoir. Oui, il y a plein de façons de se mobiliser. Tu peux, par exemple, si tu as envie, tu peux rejoindre les amis de la Confédération paysanne, qui sont sans être paysans, qui soutiennent le syndicat de la Confédération paysanne. C'est une des possibilités. Ou tu peux rejoindre les multiples collectifs qui essayent de faire progresser la sécurité sociale de l'alimentation. Il y a plein de façons ici, il y a plein de gens qui, finalement, se mobilisent sur tous les sujets qui concernent une autre façon de promouvoir une autre agriculture, une agriculture paysanne, etc., de défendre l'eau. Il y a 1001 collectifs. La grosse question, c'est comment on sort de cette multiplication des collectifs pour en faire une véritable force de mobilisation à l'échelle du pays et qui, à mon avis, doit forcément se donner comme objectif de dégager ces représentants du capitalisme qui nous gouvernent. Il n'y a pas 36 solutions. C'est-à-dire, c'est pas la peine d'espérer une autre, la fédération, se fédérer. Il faut se fédérer avec des objectifs clairs d'alternatives générales. Par exemple, là, on parle de la sécurité sociale de l'alimentation, mais du rôle que pourraient avoir d'avoir un rapport de force sur le fait d'instaurer une cotisation. Mais on peut généraliser à bien d'autres secteurs. Moi, je pense que, par exemple, l'autogestion, qui est un élément absolument un dispositif qui n'est que du moment qu'on ne le considère pas simplement comme la prochaine scope ou isolée dans l'océan de l'économie capitaliste, l'autogestion est un imaginaire extrêmement fédérateur et révolutionnaire. Mais curieusement, on n'en parle jamais. On n'en parle jamais, ou alors quand on en parle, on se rappelle que il y a eu l'autogestion de la CFDT à une époque, etc. C'est-à-dire quelque chose qui était quand même limité à un certain nombre d'entreprises et qui a été absorbé en quelque sorte, pour finir par disparaître d'ailleurs, dans le système capitaliste. Or, l'autogestion est un élément d'un imaginaire post-capitaliste qui nous rendrait un peu plus responsables directement, qui nous ferait de nous pas simplement des consommateurs mais des décideurs ou des co-décideurs, qui nous sortirait de notre infantilisme généralisé où on nous dit c'est comme ci et pas comme ça, etc., et de ces patrons de droit divin ou de ce régime des chefs qui finalement opprime constamment dans le quotidien nos horizons de transformation sociale et d'émancipation. Curieusement, on n'en parle pas. Voilà. Je trouve ça finalement très, très inquiétant. Alors, ça ne m'empêche pas de continuer à être, comment dirais-je, optimiste aussi, parce qu'il faut bien aussi chercher des voies de la transformation sociale. Et je pense que l'autogestion en est une qui a pour l'instant presque disparu. Et si ça vous intéresse un jour de faire un débat
ici ou ailleurs, sur l'autogestion comme moteur d'un imaginaire post-productiviste et post-capitaliste, et comment le penser aujourd'hui dans des termes nouveaux ou actualisés par rapport à ce que l'autogestion a été dans l'histoire récente, mais on pourrait remonter à bien plus loin, à la commune, enfin bref. Je pense que c'est un élément plus qu'essentiel. Pour cette question de à quel horizon, où regardons-nous, essayons de regarder ensemble. Regardez, si j'ai bien compris ce qu'on m'a expliqué, vous êtes 3 associations réunies ici. Vous faites ça le comble. Il y a entre 115 et 120 personnes. C'est pas tous les jours qu'on réunit 115 ou 120 personnes dans une salle pendant 2 heures pour écouter des personnes qui vous coupent le moral, en gros, pour aller vite, et que vous êtes restés assis, Donc ça montre bien que l'IA, moi je pense, je ne l'aurais pas imaginé, je n'aurais pas parlé comme ça il y a quelques années, je pense que la question alimentaire, et je commence à comprendre pourquoi, elle va fédérer des insatisfactions. Si nous n'y faisons pas attention, les insatisfactions se transforment en révolte, en RN. Ouais, c'est ça. Parce que j'allais dire FN, mais non, c'est le Rassemblement National. Les insatisfactions se transforment en ressentiment. Et le ressentiment est un moteur politique très, très négatif. Donc, prenons nos insatisfactions, les uns les autres, paysans, consommateurs peut-être même riches, parce qu'il y en a quelques-uns qui va falloir qu'ils débloquent, qui baissent leur niveau de consommation alimentaire, ou qui participent à remonter celui des autres, et faisons autre chose que du ressentiment. Regardez, ce soir, moi je suis quand même un peu éperdué de voir plus de 100 personnes qui sont là encore alors qu'on est samedi et qu'il y a bien d'autres choses à faire. J'ai cru comprendre que c'était un samedi de promotion. En plus, donc j'imagine, vous voyez, il y a des questions d'imaginaire, on peut le faire différemment, on peut le présenter différemment. Moi, il y a une chose là pour clore, parce que je pense que ça s'achemine vers la fin, il y a une chose que je vais vous dire. C'est un bordel monumental derrière. C'est vrai ? Ah oui. J'ai la chance d'avoir un micro, j'entends rien. Alors, je vais conclure, et dans la conclusion, je vais revenir à ce qui est la raison pour laquelle je suis ici, je suis paysan. Et c'est ce qui m'a amené, avec d'autres, à poser cette question de l'accès à l'alimentation, de ceux qui n'y avaient pas accès, et à faire une proposition, à participer à faire une proposition de mise en sécurité sociale de cette alimentation. Maintenant, dans le processus que je vous ai décrit tout à l'heure, il y avait question du conventionnement. Cette allocation qui nous sera versée, où allons-nous la dépenser? Et comment allons-nous décider des endroits et des lieux où nous allons collectivement nous réunir pour le faire? Et dites non, c'est pas possible. Convention citoyenne pour le climat. 150 personnes tirées au sort. Regardez leurs conclusions. Macron s'est foutu de notre gueule. Moi j'étais... Non, on est d'accord, ok. Mais alors, toutes les critiques que vous avez faites sur la question de la SSA et le pessimisme qui est encore pire que le mien parce qu'il n'est pas constructif que vous pouvez émettre, on les a entendus et on peut y répondre. Je ne vais pas le faire ce soir. Macron, il s'est assis dessus. Moi, je pensais même que ça n'aurait pas eu lieu. Ça a eu lieu et c'est 150 personnes instruites de manière rapide, ça n'a pas coûté cher, ça a coûté 1 ou 2 millions, qu'on m'a dit, ont décidé de leur alimentation. C'est une petite partie des décisions qui ont été prises. Ben, figurez-vous que, mis dans cette situation-là, ce qu'ils ont écrit, ils n'emploient pas ce mot-là, c'est exactement l'agriculture paysanne. L'alimentation. Ce à quoi nous aspirons, quand on est mis en connaissance de cause de la question agricole et alimentaire, ce à quoi nous aspirons, nous sommes les seuls, nous, de la Confédération paysanne, aujourd'hui, demain, d'autres le feront, à vous le proposer. Voilà, donc il y a une aspiration commune à manger sans pesticides. Je n'ai jamais entendu personne se lever dans une salle pour dire « Monsieur, mon gamin n'a pas eu sa dose de pesticides ce matin ». Je vous assure, et c'est important de parler comme ça parce que la question alimentaire, elle remue un imaginaire féminin. Et dans l'agriculture, c'est un vrai concours de bites. Ah, je vous le dis, cru. Ah mais non, madame, je suis désolé. On est là, les tracteurs de 250 chevaux, mais moi, le concours de bites, je l'ai perdu à ma naissance. Donc, je n'en suis pas, je n'en veux pas. Les femmes sont parties de là, parce qu'on en est là. Voilà, c'est simple. Et le retour des femmes, et notamment soulevé par la question de l'alimentation, et ça, c'est vraiment très très fort, hein.
eh bien, moi, ça me rassure sur l'avenir de ce qu'on appelle l'agriculture. Est-ce que vous savez quel est le plus grand mouvement social qui a eu lieu sur Terre depuis 1945 ? Les 200 millions de paysans en grève en Inde, qui ont fait modifier le cours de la politique agricole en Inde, alors au moins pour 10 ans. Il faudra peut-être qu'ils redescendent dans la rue, parce qu'il y avait une politique publique d'Inde qui était en train de se mettre en place, du même type que la nôtre, avec d'ailleurs les mêmes acteurs, je les connais, français, qui étaient là-bas en train de fournir l'argumentaire pour détruire la population paysanne. Ils se sont révoltés, ça a duré 1 an et demi, il y a eu 500 morts, et ils ont eu gain de cause. Est-ce que vous pensiez, ici dans la salle, qu'au mois d'octobre 2018, quelqu'un allait passer l'hiver sur les ronds-points avec un gilet jaune sur le dos? Personne, voilà. Eh bien, si nous avions eu des propositions à cet instant-là, sur la question alimentaire, un peu plus... Parce que, je ne vais pas tirer aucune gloire de ça, mais j'avais fait un gilet jaune sur mon dos avec marqué « Sécurité sociale de l'alimentation ». Je peux vous dire que c'était un gag, quoi, parce que à chaque manifestation, on me tapait sur le dos, on dit « Ça veut dire quoi ton truc ?» On n'a jamais eu le temps dans une manif. Mais c'est pour vous dire qu'on n'était pas à cette époque-là armés pour, dans le débat public, porter cette question. La prochaine fois, on le sera. Voilà. Et je vais quand même revenir à une chose précise. Dans cette délibération commune qu'on va avoir des moyens de produire l'alimentation à laquelle on aspire, moi je vais venir vous dire une chose que je vous ai dit tout à l'heure, et tous les paysans, ma camarade qui était là tout à l'heure, vous diront la même chose. Cette alimentation que vous désirez, il faut des millions de paysans pour la produire. Et des centaines de milliers pour la produire. Donc entre le moment où on va décider de la produire et le moment où on l'obtiendra, il va falloir qu'on maîtrise l'affaire et il va falloir que vous vous sortiez les mains des poches. Et surtout que vous fassiez de vos enfants et petits-enfants autre chose que des ingénieurs informatiques et ingénieurs de je ne sais quoi qui vont avoir un mal de chien à trouver du boulot et à être payés à la mesure de l'emploi qu'ils auront trouvé. Il n'y a pas de plus beau métier qu'éleveur de cochons en plein air. Merci. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on était plus de 120. Maintenant, je vais laisser la parole à Serge Rivet, qui va nous parler de l'appel de Lorient. C'est bon, le son? Oui. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Donc Serge Rivet, moi je suis le local de l'étape, puisque moi je suis dans la Vienne depuis 40 ans, plus de 40 ans, mais en plus je suis originaire du Nord-Charente, à côté de Confolens, une terre où mes aïeux étaient métayers, et dans les années 30 et 40, ils se sont battus pour devenir fermiers, et donc j'ai ce sang-là, moi. C'est vrai que ceux qui me connaissent savent que je suis plutôt optimiste fondamentalement, et avec un syndicat qui s'appelle la Confédération Paysanne, et aujourd'hui avec les amis de la Confédération Paysanne que nous montons là dans la Vienne, je vous assure que nous sommes optimistes. Nous voulons des paysans et des paysannes. C'est vraiment comme ça que je voulais commencer. Ça me paraît vraiment important parce que si je dois vous expliquer ce que c'est que l'appel de Lorient fait la suite de l'appel de Poitiers, à une époque où, avec un collectif qui s'appelait Pour une autre Pâques, et qui s'appelle aujourd'hui le collectif Nourrir, eh bien, nous alimentons le débat public sur des sujets dont on a parlé toute la journée, là, aujourd'hui. Eh bien, notre volonté, avec l'appel de Lorient, c'est de réunir quelqu'un comme Marc Dufumier, ingénieur agronome honoraire, ex-AgroParisTech, et avec Marc Dufumier, nous avons pensé qu'il était utile de réunir à Lorient au mois d'octobre 2024 les agriculteurs jusqu'aux professionnels des cantines, mais aussi des professionnels des marchés internationaux équitables. Parce qu'aujourd'hui, l'idéal coopératif international ne doit pas être vain, ne doit pas être abandonné. Il y a des orientations tout à fait positives de dialogue international, et ça concerne l'agriculture, puisque sur tous les continents, nous avons des relais, nous pouvons faire réseau, et nous avons toujours la possibilité de pouvoir avoir de l'espoir.
Donc cet appel de l'Orient, nous en avons fait un livre qui s'appelle Les bouchées doubles aujourd'hui, qui est sorti la semaine dernière dans toutes les librairies. Et dans le cadre des campagnes des élections municipales, nous posons la question aux futurs maires, qu'ils soient écologistes, républicains, socialistes. Nous leur demandons de faire des cantines 100% bio, locales, cuisinées en brut, pour résoudre la question de la confiance de la consommation, que les enfants puissent savoir ce qu'ils mangent, pour que les habitants des EHPAD puissent savoir ce qu'ils mangent, pour que toutes les personnes qui sont en précarité puissent avoir accès à des systèmes d'insertion qui forment des politiques publiques qui sont de la responsabilité à la fois des maires qui vont être élus demain, là, mais aussi de toutes nos politiques nationaux. Donc, moi, je suis très content d'avoir vu ces derniers jours qu'Aurélie Trouvé et l'insoumise Aurélie Trouvé aient pu accéder à une forme de médiatisation avec la nationalisation d'ArcelorMittal. Ça me donne du coffre pour aller plus loin. J'ai beaucoup apprécié, moi je viens d'une famille où André Chassaigne a fait progresser le statut des femmes dans l'agriculture. Eh bien moi dans le Limousin, à mon avis, André Chassaigne aujourd'hui, qui s'est retiré de la vie politique pour la fin de sa vie, il a besoin d'un relais maintenant à l'Assemblée nationale. C'est peut-être Dominique Potier par exemple, qui est quelqu'un qui fait du boulot qui n'est pas forcément inintéressant pour le monde agricole. Mais c'est aussi quelqu'un comme Benoît Biteau. Au Sénat, nous avions Joël Labbé qui écrit dans ce livre-là, Joël Labbé, l'ancien sénateur, qui est remplacé aujourd'hui par Daniel Salmon, qui fait du boulot excellent en matière d'orientation agricole, de gauche, progressiste, sociale, écologiste. Voilà, les bouchées doubles, si vous voulez. Le bar est ouvert. Plus fort. André Chassaigne a été remplacé par Georges. Oui, c'est ça. Bon, Ambroise, 5 minutes. Je suis resté dans les 5 minutes. La commande était